Bonjour. Nous allons voir dans cette partie quelles sont les limites de l'école rationaliste que nous avons découvert avec deux auteurs, notamment Taylor et Max Weber. Taylor autour de l'organisation scientifique du travail, Max Weber autour du concept de bureaucratie. Eh bien, les limites de l'école rationaliste renvoient essentiellement aux limites du concept de la rationalité et ses implications, comme il renvoie aussi à des questions liées au changement de contexte social et économique de l'Amérique du Nord et de l'Europe en particulier. Première limite renvoie aux hypothèses de l'école rationaliste. Certaines hypothèses n'étant pas validées. Première, la première de ces hypothèses, c'est celle qui considère que les travailleurs n'ont que des motivations économiques. Cette hypothèse, en réalité, elle a été entretenue par les sciences économiques durant tout le 19e siècle. Elle s'inscrit dans un postulat de base qui est que l'agent économique poursuit nécessairement la satisfaction de ses besoins individuels, ce qui passe par la maximisation à chaque fois de sa fonction d'utilité. Cette hypothèse entre dans ce que l'économiste autrichien Schumpeter appelle le vice ricardien. Le vice ricardien consistant à avoir une hypothèse qui n'a à aucun moment été validée et de construire autour de cela un- une démonstration qui peut certes être brillante, mais qui pour autant est fausse dès le début, puisqu'elle se serait basée sur une hypothèse non validée. Or, en effet, nous savons que le travailleur ou que tout agent économique n'a pas que des motivations économiques. Il peut avoir d'autres motivations sociales ou des motivations euh, qui s'inscrivent dans l'esthétique, comme par ailleurs, avec le développement de la psychologie, avec Freud, nous avons tous découvert qu'au-delà des motivations et du raisonnement, il y a un côté sombre chez chaque individu qu'on appelle l'inconscient et qui peut être à l'origine de plusieurs de nos décisions. Ce qui veut dire que ce travailleur qui serait entièrement rationnel est une simple imagination de l'esprit et qu'en réalité, aucun agent n'a jamais été entièrement rationnel. Donc, ce sont là effectivement deux limites euh, qui remettent en cause d'une manière foncière l'analyse du courant rationaliste. La troisième limite est relative même au mode de fonctionnement de l'entreprise. L'école rationaliste pense que le seul moyen de mesurer l'efficacité, c'est le rendement, c'est-à-dire la productivité, qu'on peut mesurer notamment par la quantité produite sur le nombre d'heures travaillées. Effectivement, c'est quelque chose qui avait un sens à l'époque où on était dans une économie de rareté. Mais nous savons qu'il ne sert à rien dans une entreprise de produire quelque chose dont
la collectivité n'aurait pas besoin. Donc, on peut être parfaitement productif, mais ne pas arriver, par exemple, à vendre notre production. Ou avoir, même dans le monde des services non marchands, avoir un service non marchand qui est en grande quantité, mais que les citoyens craignent pour une raison ou une autre. Dans ce cas, l'efficacité n'est absolument pas atteinte, qui est celle de servir la collectivité. Eh bien, ainsi, nous pouvons dire que finalement, le courant rationaliste a été un courant, quelque part, simpliste, puisqu'il mesure son efficacité d'une manière unidimensionnelle. D'autres limites du courant rationaliste proviennent du fait que son contexte de départ est aujourd'hui, et nous pouvons dire depuis longtemps, complètement dépassé. D'abord parce que nous n'avons plus un marché aux besoins unifiés, mais nous avons des marchés de plus en plus différenciés, segmentés, avec des attentes différentes et des comportements de consommateurs et des parcours d'acheteurs complètement diversifiés. Ce qui ne permet plus de poursuivre la logique du Fordisme avec la grande phrase de Ford, pourvu, concernant sa voiture Model T, pourvu qu'elle soit noire. Cette standardisation à outrance qui permettait les économies d'échelle et l'amélioration continue et enfin, sans limite du rendement, eh bien, rendait cette possibilité complètement éloignée, rend cette possibilité complètement éloignée. Donc, nous avons aujourd'hui des marchés beaucoup plus différenciés qui demandent de l'innovation, qui demandent à chaque fois d'entrer dans de nouvelles courbes d'apprentissage. Et donc, du coup, euh, le Fordisme, qui est la véritable application du Taylorisme et de l'organisation scientifique du travail, se retrouve complètement remise en cause. Deuxième chose, c'est que la spécialisation était essentiellement justifiée par le fait que la main-d'œuvre était une main-d'œuvre euh, non qualifiée, ayant des difficultés à comprendre le mode de production et d'organisation. Et cette main-d'œuvre, aujourd'hui, se trouve de plus en plus qualifiée et on travaille aujourd'hui avec euh, des, euh, des machines, des robots, des systèmes euh, d'information, des logiciels, etc., des systèmes experts et ainsi de suite, qui exigent qu'on fasse, qu'il y ait euh, des, euh, des compétences, des talents, des personnes de plus en plus qualifiées et capables d'interagir et d'innover euh, euh, dans des systèmes de production de plus en plus complexes. Et enfin, euh, il y a aussi la question de l'environnement. À l'époque, l'environnement était stable, permettait une planification à très long terme, avec une possibilité d'amortir les investissements en machines, donc des possibilités importantes, puisque à chaque innovation technologique, on avait le temps pour utiliser cette innovation technologique très longtemps. Euh,
cette possibilité, elle est de plus en plus remise en cause dans des environnements de plus en plus instables, avec des innovations qui changent à chaque fois les règles du jeu et qui remettent en cause tout le temps les avantages compétitifs des entreprises. Pour toutes ces raisons, pouvons dire que la, l'école rationaliste, quoi qu'ayant apporté d'importants acquis au monde de l'entreprise, se trouve aujourd'hui complètement dépassée.